Bitch, I'm stylish. Black tuck, big t-shirt, Billy. Meeting room. Imagine ça, imagine taf. L'équipe, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Yannick qui s'est présent. Yano pour les intimes. Là, on se retrouve pour un épisode. Il y a plein de trucs. Il y a de la sap. Il y a des choses. Suis-moi. Bien évidemment, n'oubliez pas de s'abonner, de liker. C'est important. Imagine seulement, imagine taf. Jingle. L'équipe, imagine seulement, imagine une taf. On se retrouve avec le frérot, Thierry. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? Déjà, avant toute chose, je voudrais te remercier. Merci à toi. Merci à toi. J'étais obligé de t'inviter. On va revenir plus tard. Donc Thierry, pour commencer, je vais te laisser te présenter aux téléspectateurs. Donc voilà. Voilà, Thierry Tech. Je suis né à Aubervilliers dans le 93. J'ai grandi à Paris et il y a 8 ans, je suis arrivé à Londres. Donc on va un peu parler de tout ça aujourd'hui, voir un peu le process de Paname, le parcours de Paname. Parce qu'il y a des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Donc pour commencer, la classique, Thierry petit, il était comment? À l'école, j'ai commencé un peu timide. D'accord. J'étais assez réservé, etc. Mais toujours à l'école, quand plus tu passes du temps avec tes potes et tout, Plus t'es à l'aise. plus je suis à l'aise, plus je suis devenu à l'aise, je suis devenu un peu agité. Je me rappelle l'école, la primaire, etc. Tous les profs ils me kiffaient. Genre c'était l'élève modèle un peu. Et ouais, à la fin c'était trop bavard. Tu vois, pour rien sur ses amis. Voilà, c'est ça. Ouais, tu Mais au niveau de ça, c'est ta personnalité. Et au niveau du travail, t'es un élève plutôt sérieux. J'étais un élève sérieux. J'avais des bonnes notes, etc. Après, j'ai jamais aimé l'école. Tu vois, c'est un peu marrant de dire, mais j'ai beaucoup triché. Comme tous, tu vois. Qui n'a pas triché? Même jusqu'à, tu vois, l'université et tout. Mais j'ai toujours eu beaucoup de chance. Je m'en suis toujours très bien sorti. D'accord. J'étais pas jamais le premier de la classe, mais j'étais toujours dans la moyenne. Juste au-dessus de la moyenne. D'accord. Et ton niveau d'anglais à l'école, il était comment? Extrêmement mauvais. Mauvais. Je me rappelle, j'avais des notes pas mal. D'accord. Au-dessus de la moyenne, etc. Mais on en parlera un petit peu plus. Mais quand je suis venu à l'université en Angleterre, à Londres, tu vois qu'en fait ton niveau il est à 0. Tu sais pas parler, tu comprends pas. Comme t'as dit, tu parles qu'avec des Français et du coup, t'as l'impression de repartir de 0, tu vois. Mais en gros, t'avais le niveau scolaire basique. Voilà, c'est ça. Quand tu fais 1 heure d'anglais par semaine, tu sais dire certaines choses, tu sais écrire certaines choses, mais en vrai, quand t'es dans la vraie vie, ça sert à rien. Et t'avais des références anglophones jeunes? La musique, cinéma, film, acteur ou autre? Film, tu sais, quand t'es français, tu regardes beaucoup de films américains. Donc ça, forcément, musique américaine, R&B, Brian McKnight, Boyz II Men, tout ça. J'ai écouté beaucoup de chansons anglaises. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je me rends compte que je comprenais pas du tout les paroles. On aimait bien le flow. Je chantais, mais en fait, je comprenais rien. Je savais pas ce qu'il disait. Et est-ce que jeune, quand je dis jeune, là, je parle de collège lycée, donc tes projets d'avenir, tu te voyais quitter la France ou pas du tout? Jamais. J'ai fait une année d'échange universitaire il y a 12 ans environ. Avant ça, c'était obligatoire. Donc tout le monde devait faire, soit le moins cher c'était Londres. Londres et Dublin c'était le moins cher. Si t'avais un peu, tes parents avaient un peu de sous, t'allais à Boston aux États-Unis, t'allais à Melbourne en Australie. Moi je voulais faire mon année tranquille, Londres. Et je me suis dit, une fois que l'année est terminée, je suis pressé de rentrer en France. Parce que je ne me voyais pas évoluer ou travailler, commencer une carrière professionnelle à l'extérieur de la France. Mais une fois que j'ai fait mon année là-bas, je me suis dit, je sais pas où je serai dans la vie. Mais je sais déjà que je serai pas en France. C'est, tu vois, le changement de mentalité. Donc c'est-à-dire, pendant ton cursus scolaire, au début tu voulais pas partir. C'est après, pendant le cursus, tu t'es dit. Ouais, c'était une tâche obligatoire. Je trouvais ça relou. Mais c'était à faire, donc je le faisais, c'était une aventure. Mais je pensais revenir en France et faire ma vie en France. Et en revenant, je me dis, je sais pas où je serai dans la vie, mais ce sera très certainement pas en France. Et tu peux nous dire un peu ton parcours scolaire? Donc après le bac, je suis allé en école de commerce. D'accord. Et là c'est intéressant la transition de ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant dans le marketing et dans la mode, etc. Parce que quand tu
tu veux rentrer dans l'école de commerce, t'as un entretien et on te demande ce que tu veux faire. Et je connaissais rien en compta, en finance, etc. Donc le seul truc sur lequel je pouvais parler, c'était le marketing. Et parce que tout le monde peut parler un peu d'être créatif, etc. Et je vais à l'entretien, je parle de marketing, mais en fait je connais pas. Je raconte un peu n'importe quoi. Et donc je passe l'entretien, j'ai ma place dans l'école. Et dès que tu rentres à l'école, on te parle de grille de salaire, de ce que tu vas faire à partir de la 3e année quand tu te spécialises. Et y a personne qui veut faire du marketing. Parce que en marketing, on dit qu'il y a 24% de gens qui trouvent du travail en sortant d'école. Le salaire, il est super bas. Et après, on te montre les grilles de salaire pour la finance de marché, finance d'entreprise. T'as du taf à 98% en sortant de l'école. T'as un salaire qui est 3 fois celui du marketing. Et tu vois, la décision, elle est faite rapidement. J'ai fait de la finance d'entreprise. C'était 2007-2008 quand il y avait eu la crise des subprimes. Moi, je voulais être, quand je suis rentré à l'école et on parle de trader et tout machin, je voulais faire ça. Ouais. Tu regardes des films et tu te dis c'est le futur, futur, de ouf. Et mais avec la crise des subprimes, il y avait très peu de travail dans la finance de marché, donc j'ai fait la finance d'entreprise. Mais la finance d'entreprise, ça englobe plein de choses. L'économie, tu fais un peu de marketing, et du coup, en fait, t'apprends énormément de choses pour le business dans le futur. Mais à ce moment-là, je savais pas encore, tu vois. Je me disais juste, je vais trouver un travail en banque, dans la finance. On va dire en limite une sécurité, quoi. Voilà, c'est ça. Et et tu vois, c'est important d'en parler aussi. J'avais un prêt étudiant. D'accord. Le prêt étudiant, comment il fonctionne, c'est que une fois que t'as fini l'école en 5 ans, t'as 3 mois pour trouver un travail. Sinon, ton remboursement il commence automatiquement. Donc, si t'as pas de travail, Ils vont rien savoir. Ils vont commencer à payer de l'argent. Tu ramènes l'argent. Donc, moi, j'avais fait un stage avant la fin de mes études et ils m'ont repris direct. C'était un stage à la BNP en banque. Ils m'ont repris direct après. Donc, tu prends le taf, tu prends direct. Comme ça, t'es sûr que tu peux payer ton sécurité pour payer. On avait tous 35 000 balles à payer. Et donc, j'ai pris le taf pour la sécurité. J'ai beaucoup appris. J'ai rencontré des gens cool et tout. Mais je savais que c'était pas vraiment mon taf de rêve. C'est pas ton truc, c'est pas... Quand j'ai fait l'école, tu vois, ça c'est une petite anecdote qui peut être intéressante pour les gens. On avait des intervenants qui venaient pour des workshops à l'école pendant 2 heures. Et c'était un millionnaire, il avait un hedge fund, donc il était dans la finance. Et le workshop c'était quel est le secret pour devenir successful, pour devenir riche. C'est ça. Et tu vois, c'est un sujet un peu tabou, mais tout le monde y pense, tu vois. Et il a fait, le secret, c'est 2 choses. La première, c'est de faire quelque chose que t'aimes, et la deuxième, c'est de faire un truc un peu illégal. Il lui sort ça, tu vois. On va se dire, c'est marrant, c'était rigolo. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que illégal, ça veut pas forcément dire un truc de... Oui, un truc de bandit ou... Il fait, voilà, tax evasion. Tu vois, des trucs un peu... faut que t'en fasses un petit peu pour que tu puisses aller à la prochaine étape plus rapidement. C'est simple le secret. Et il a dit, le premier truc, c'était de faire quelque chose que t'aimes. Il a fait, par exemple, je vais vous poser une question. C'est quoi votre métier de rêve? Et il demande à tout le monde. Et les gens, moi, je vais être comptable. Moi, je vais être trader. Je vais être banquier. Il fait, vous êtes des mythos. C'est pas ça, réellement, vous avez une question. C'est pour ça que j'étudie. Il fait, non, c'est pas ça ma question. C'était quoi ton rêve, ton travail de rêve quand t'étais gamin? Ouais. Et là, les gens, ils commencent à parler vraiment. Ils disent, je voulais être footballeur, je voulais être chanteur, je voulais être acteur. Que des trucs pas forcément réalistes, mais c'était ça les rêves. Moi, je voulais être Tortue Ninja, un Power Ranger. Et voilà, mais ça, c'est ça. Ouais. Mais si t'arrives à trouver l'équilibre. Moi, j'étais un peu rigolo, donc j'ai dit Tortue Ninja. Mais, non, mais voilà. Mais voilà. Si t'arrives à trouver l'équilibre entre ça et la réalité du monde dans lequel on vit, t'as peut-être une chance à être successful, tu vois. Et ouais, ça m'a un peu ouvert les yeux. Et donc, j'ai commencé ma carrière en banque, mais j'ai toujours su que c'était pas ça que je voulais faire toujours. Donc, j'attendais de trouver un peu le truc. Le déclic. Voilà, le déclic. Déjà, t'avais cette phrase qui t'avait marqué. C'est ça. Et maintenant, t'as donné le déclic. D'ailleurs, on parle de déclic. Qu'est-ce qui t'a amené à Londres? Donc, j'ai fait cet échange universitaire il y a environ 12 ans. Donc, c'était obligatoire. J'étais venu juste pour 1 an, j'étudiais. C'était en quelle année? C'était, il y a 12 ans. 12 ans, moi, je suis né en 2022, moins 12. Ok. 2010, quoi, un truc comme ça. Ouais. Je dis 12 ans, à peu près, quoi. D'accord. 11, 12, 13 ans environ. Et, le déclic, c'était, j'étais obligé d'être ici, mais j'avais une bourse universitaire de 650 balles par mois. Donc, ça payait juste
mon loyer à Londres. Je vivais à Hendon, North London. C'était le ground floor d'une maison à l'ancienne et tout machin. On partageait une maison avec d'autres personnes. Et tu sais, il y avait pas d'isolation. Il faisait froid. C'est quand je soufflais en hiver, tu voyais tout. Non mais c'était ouf. Et je me disais c'est ça Londres. C'est les gens ils disent la météo. Là, je vais te reprendre, mais avant de venir, tu connaissais déjà Londres? Tu étais déjà venu auparavant? J'étais venu une fois parce que je savais que j'allais venir. C'est juste d'accord, ok. Mais j'avais juste vu le côté un peu cool, le shopping et tout. Je cherchais pas encore de logement. Ouais, en gros, tu étais venu en vacancier, mais t'avais pas vu la vraie. Quand tu vois les beaux logements, tu dis ça va être Tours. En fait, tu t'es confronté à la réalité quand tu vois le prix des loyers, etc. Et j'étais étudiant. Mon université, Middlesex University, c'était un peu en banlieue, nord de Londres. Donc t'allais pas te mettre ailleurs que là-bas. Donc ouais, les conditions de vie c'était pas ouf. Mais c'était ce que ma bourse scolaire me permettait de payer. Mais du coup, en Angleterre, le système scolaire il est très différent de la France. D'accord. En France, à l'université, tu restes, t'as 35 heures d'études. Après, voilà, c'est ta semaine quoi. En Angleterre, c'est 10 heures et demie par semaine. Et en fait, ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu passes le reste du temps à la bibliothèque. Mais moi, je suis français, comme j'ai dit, je suis pas le meilleur des élèves. Ah oui. Jamais. Je suis pas allé à la bibliothèque une seule fois. Donc moi, ce que je faisais, c'est que comme je voulais faire un peu d'argent pour pouvoir vivre un peu, avoir une aventure cool à Londres, je suis allé chercher du taf. Et ça, c'est un moment décisif de ce qui se passe maintenant. Je suis allé à Oxford Street. D'accord. Donc l'équivalent de Rivoli à Paname. J'étais prêt à prendre n'importe quel taf. Et je pensais pas vraiment à la restauration et tout, parce que je connaissais pas. J'avais fait un peu de retail en France, donc je cherchais un truc H&M, Zara, n'importe quoi. Et je rentre à Foot Locker. Je demande à un mec, dès que je rentre, je demande est-ce qu'il y a du taf. Mon anglais était pas très bon à ce moment-là. Ton anglais était comment t'as vraiment très, très mauvais. Je demandais juste s'il y avait vacancy et tout machin, des mots que j'avais appris. Et le mec direct me fait non, il n'y en a pas. On a besoin de personne. Je suis ok. Je descends dans le basement et c'était, je sais pas si tu connais un petit peu, mais il venait d'ouvrir House of Hoops. C'est le département de basketball de Foot Locker, qui est sponsor par Nike et Jordan. Il n'y avait pas de Adidas ou quoi que ce soit. Je descends, le décor il est complètement différent et il y a un mec, il est en train de dribbler avec un ballon de basket et tout. Et je lui dis bonjour, il me fait cool ta paire de skate. Et on commence à parler. Et il voit que je suis français, lui c'est un Italien. On voit qu'on a un peu de passion pour la skateba ensemble et tout. Et je lui dis vous cherchez quelqu'un pour bosser ici? Et là il appelle son manager. Il fait on n'a pas un truc pour lui, ouais, il connaît grave en basket et tout, il est cool. Et le mec il va chercher un papier, un formulaire à remplir. Je comprends rien à ce qu'il me dit. Et il me dit remplis ça et ramène-le. Et c'était des questions générales et 3 questions. Et je rentre chez WAM, j'ai un pote ici qui pas genre un cousin mais quelqu'un de la famille, tu vois, un proche. Et je lui dis gars, je comprends rien, je sais pas comment remplir ce truc, est-ce que tu peux m'aider? Au téléphone il m'aide, je remplis le truc, le lendemain je retourne à Foot Locker, je lui donne le formulaire, il fait cool, vas-y on va faire ton entretien maintenant. Il m'a mis en gros t'arrives, au début on te dit non, ouais. Tu vas en bas, il y a un mec qui kiffe ta paire, ouais. Tu remplis le formulaire. On parle et en fait ce dont je me suis rendu compte c'est que à Londres dans le retail ils ont toujours besoin de quelqu'un. Tu peux trouver du travail très très facilement. Donc aussi cette vidéo si on peut en parler pour les gens qui ont un peu peur de se déplacer dans d'autres villes dans un pays étranger, Londres vraiment c'est très facile de trouver du travail. Si t'es prêt à faire tout. Oui, bah oui. Si tu parles de bureau, comme je dis, tu peux pas venir dire j'ai pas trouvé, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. On est d'accord. Et donc je fais l'entretien, le mec il me pose quelques questions, je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Et je réponds, je sais même pas ce à quoi je réponds. Je pense comprendre un truc, je réponds de cette façon. Et imagine, je réponds à une question avec une réponse à laquelle j'ai pensé. Il me pose une autre question et je lui dis attends, c'est ça qu'il m'a demandé en fait tout à l'heure. C'est-à-dire tu repensais déjà. Et du coup, je réponds une deuxième fois de la même façon. Ouais. C'est mort, c'est impossible qu'il va me prendre parce que je sais pas parler anglais. On finit l'entretien qui dure 5 minutes. Il me serre la main et tout. Et je lui dis ouais, du coup il se passe quoi? J'attends. Il fait ouais, t'attends, on va te dire. Okay. Je rentre chez moi. Il se passe quelques jours. Et je décide d'aller à Foot Locker. Je monte dans les ressources humaines, c'est au 5e étage. Je tape à la porte, je dis bonjour, j'ai passé un entretien il y a quelques jours. Je voulais savoir s'il y avait une réponse à fermer. Le mec il t'a pas dit.
Je commence samedi. Samedi, c'était le lendemain. Ça veut dire si tu serais pas j'avais rien compris, en fait. Il m'avait dit, ouais, c'est bon. En fait, il cherchait des part-time, parce que c'était part-time que je faisais. Okay. En fait, il s'en tape. Tant que tu peux vendre, tu vois, t'as un sourire, c'est bon. Ça veut dire, en gros, il t'avait dit. Il m'avait dit oui, déjà. Mais je savais pas compris. J'avais pas compris. Mais moi, j'avais compris, il m'a dit, on te donne une réponse plus tard. Alors que non, en gros, t'avais dit samedi. Viens. Et après, du coup, je commence demain. Mortel. Je commence, il me file mon uniforme. Tout se passe bien. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à vraiment apprendre l'anglais. Parce qu'à l'université, j'étais avec tous les Français. On comprenait rien en cours. Tout ce qu'on comprenait, c'était écrit sur le tableau. Donc, en fait, tu pratiques pas vraiment. Là, je parlais avec des Italiens, des Espagnols, des Anglais. Tout type d'accent. T'avais des Français. Et du coup, t'apprends vraiment sur le tas, tu vois. En fait, là, t'es au cœur. Tu peux pas faire autre chose. Exactement. Et on va reparler en plus en détail, mais fast forward, c'est là que je rencontre ma femme, avec qui je suis marié aujourd'hui. On bossait tous les deux en part-time à Foot Locker. Et avec tout ce que je fais maintenant avec ma boîte, Foot Locker, c'est un de mes plus gros clients. Mais en marketing et production, alors que j'étais vendeur il y a 2 on va revenir plus tard, mais l'histoire est belle, vraiment. Et en plus, ça, c'est vraiment pendant ta période de stage. Là, t'es même pas encore en mode, tu viens pour t'installer là. Non, pas du tout. Là, t'es encore dans ton cursus scolaire. Voilà, c'est ça. C'est encore, tu t'es dit, bon, faut que je travaille parce qu'en vrai, t'as du temps libre. Ouais. Comme t'as que 10 heures, tu vas pas lire des livres à la bibliothèque, tu as de l'argent, tu vas apprendre l'anglais. Et là, sur le tas. Et du coup, là, tu travailles pendant ces 3 mois? C'était pendant 1 an. Pendant 1 an. Donc, je bosse pendant 1 an. Le district manager de Foot Locker, donc c'est le gars qui s'occupe de l'Angleterre et de l'Irlande. D'accord. Il s'appelle Thierry aussi. C'est un Français. Et on a une bonne vibe et tout. Il me dit, tu devrais faire l'école Foot Locker. C'est-à-dire? C'est en gros, c'est pour devenir manager, etc. En gros, tu fais c'est comme un training center où tu apprends tous les process de Foot Locker. Et après, tu reviens, c'est pour être store manager, assistant manager. Et moi, je dis, mais je peux pas. Parce que mon cursus scolaire il est pas terminé. Moi, c'est pour travailler dans la finance. J'ai pas du tout l'intention de travailler dans la vente. Donc merci pour l'opportunité, c'est grave gentil. Mais malheureusement, voilà, c'est pas un truc auquel je pensais. Il fait pas de problème. Si un jour tu changes d'avis et tout machin, parce que je bossais bien en fait. En étant part-time, je bossais 3 jours. Je vendais plus que des gens en full-time qui bossaient. Voilà, en fait, parce que j'avais des commissions de ouf parce que je bossais en basketball. Les paires de basketball, elles étaient beaucoup plus chères que les paires que les autres vendaient. Les gens ils venaient dans le magasin pour acheter avec moi parce qu'on parlait de basket. Et c'était des passionnés, je suis un passionné, voilà. Du coup, il y avait la communication, le lien avec le client qui fait que ça mettait à l'aise. Du coup, les gens ils venaient juste pour acheter avec moi, tu vois. D'accord. Pour rester peut-être des fois 2 heures pour parler, et ils achetaient rien aussi. Mais c'était une bonne expérience pour moi. Et voilà. Donc on parlera plus en détail du reste, mais. Et là, à ce moment-là, t'es dans le cursus scolaire. C'est quand tu quittes le cursus scolaire pour aller t'installer? Alors, je continue comme ce qui était prévu. Je finis mes études en finance. Je finis avec un stage de 6 mois à la BNP. Je finis le truc et ça se passe bien. Donc, ils me proposent un contrat à temps plein après mes études que je prends. Une fois de plus, tu vois, c'est pour la sécurité. J'ai un prêt à payer, etc. Et c'était bien payé, tu vois, pour un jeune qui sort d'école. C'était parfait. Là, t'as quel âge à ce moment-là? Là, c'était 2012, donc 2 ans après que je suis parti à Londres. Donc j'avais 23 ans, 23-24. J'avais 23-24 ans. C'était assez prestigieux d'aller au travail en costume et tout machin. Je fais ça, mais une fois plus, au début c'était cool. Tu sais, quand tu commences un nouveau taf, t'essaies d'impressionner. T'essaies de faire les choses bien, t'es un peu en compétition avec les autres et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, j'aimais plus trop ce que je faisais. T'étais dans une lassitude. En fait, tu te rends compte que les gens te parlent de certaines problématiques. En fait, tu dis, je m'en tape. Tu vois, c'est pas intéressant pour moi. Et je comprends que eux, ça les intéresse. Parler de problématiques de contrat. Il y a un moment donné, je me dis, mais en fait, ça m'intéresse pas du tout. Faut que je fasse autre chose. Et j'étais toujours avec ma copine de Londres. On faisait de la longue distance. Paname Londres, c'était facile, tu vois, Eurostar, voilà, tranquille. Et je venais souvent à Londres et je me suis dit, j'aimerais un jour pouvoir repartir à Londres et vivre là-bas. Avec la BNP, j'avais l'opportunité de le faire. Donc avec le travail, donc le travail, j'ai l'opportunité de partir là-bas. Donc j'ai bougé là-bas
J'ai commencé à travailler en bureau. Et j'ai découvert la photo. En fait, c'est ma femme qui m'a fait découvrir la photo. Ah, de base, t'es pas dans la photo du tout. Pas du tout. Donc, de base, tu veux pas quitter la France. Ouais. De base, t'es pas dans la photo. Ouais. Et tu fais un truc qui te plaît pas forcément, mais c'est une sécurité. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai découvert la photo grâce un peu aux réseaux sociaux. Parce qu'en fait, quand Instagram a commencé en 2000, j'ai joint à Instagram en 2012. Et je prenais des photos comme tout le monde de vacances, je prenais des photos de mes baskets, tu vois, enfin. Le truc que t'aimais, quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Il n'y avait pas d'argent à faire, il n'y avait pas. C'était juste pour le kiff. Et tu vois, c'était une belle époque pour les réseaux sociaux. Et quand je suis arrivé à Londres, comme j'avais tous les contacts du retail, Locker, Nike et tout machin, vu que les réseaux sociaux commençaient, c'est là où que les marques commençaient à faire des événements en collaboration avec les réseaux sociaux, etc. Et j'allais à ces événements parce que j'étais invité, je prenais des photos et tout ça c'était avec un iPhone. Tu vois. Et ma femme me dit t'aimes bien de prendre des photos en vacances avec des événements, viens je t'achète un appareil photo tu sais d'entrée de gamme DSLR, ça coûte 500 balles. Est-ce que tu veux ça pour ton anniversaire? Je sais plus l'année exactement, mais je lui dis non, j'ai besoin d'un costume pour le travail. Ouais. C'est 500 balles aussi, donc je préfère prendre un costume que l'appareil. Et on fait ça. Et pendant toute l'année, j'ai pas mal d'événements auxquels je vais, Nike beaucoup, Foot Locker, etc. Et je prends de plus en plus de photos. Et je crois que c'est c'est janvier 2016, Nike à Nike Town, donc sur Oxford Street, me demande, parce que ils savent que je suis un gros collectionneur de Air Force One, ils sortent la Air Force One Flyknit, c'est en tissu cousu tout ça. Et ils me disent, est-ce que tu veux qu'on fasse une petite exhibition au deuxième étage, dans Nike Town, où on met tes paires d'Air Force One favorites. Paires personnelles. Ouais, paires perso, avec tes paires de Flyknit préférées. Donc c'était 5 paires d'Air Force One, 5 paires de Flyknit, avec mon histoire pour chaque, tu vois. C'était un cabinet, tu sais, sous plexi, il y avait mon Instagram, et tout ça, c'était là, vraiment un truc. Personne ne faisait des trucs comme ça, tu vois, au début. Et je suis mortel, je t'ai pas payé, ou quoi que ce soit, tu faisais juste pour le kiff. Et là, c'était janvier, mon anniversaire c'est février, et je dis à ma femme, tu voulais m'acheter un appareil photo l'année dernière, viens tu me l'achètes cette année, tu vois. Comme ça, je peux prendre des photos de l'installation du machin. Elle fait cool, et c'est les premières photos que je fais avec mon appareil. C'est un Canon 750D, donc pour ceux qui connaissent, c'est l'entrée de gamme. C'est pas un truc pro du tout, mais ça ressemble, c'est un vrai truc, c'est pas un appareil photo numérique et tout. Je commence à prendre des photos et je commence à développer cette obsession. Je prends toutes mes photos avec cet appareil. Tu sais, c'est comme ça que tu commences, tu vois. Mais je n'étais pas du tout professionnel quoi que ce soit. Je poste mes trucs sur Instagram et quand je vais à des événements, les gens te suivent sur les réseaux et ils disent notre photographe officiel n'a pas réussi à avoir cette photo. Est-ce que tu peux nous l'envoyer? Si tu l'envoies, combien ça coûte? Et c'est là où le déclic de transformer ça en business a commencé, parce que je connaissais rien en photo, donc je sais pas combien je peux te prendre pour t'envoyer une photo. T'as dû dire un plus, un coup, t'aurais pu demander plus carrément. Voilà, plus ou moins, je savais pas. Est-ce que je te demande 50 balles, 500, je le connais pas, tu vois. Et je commence à te demander à d'autres potes, et la réponse c'est un peu la même de tout le monde, ça dépend. T'es pas professionnel, donc tu peux pas en demander trop, et ils veulent l'utiliser comment? Si c'est c'est de l'usage en interne, tu peux pas trop prendre. S'ils voulaient l'utiliser, mettre tes photos sur Amazon pour vendre un produit, c'est différent. Et moi, du coup, c'est là où j'avais mon petit mindset business. Donc, je reviens vers ces gens-là, je vous l'envoie gratuitement. Vous en faites ce que vous voulez. Par contre, la prochaine fois qu'il y a un événement, donnez-moi le taf. Payez-moi pour faire les photos. Parce que apparemment, j'ai un talent que vous appréciez. Si on peut faire ça comme ça, c'est très lourd. Et plein de gens m'ont dit, ok. Il y a des gens qui m'ont pas du tout jamais embauché, mais il y en a qui l'ont fait. Et du coup, je prenais des 500 balles pour shooter pendant un event pendant 3 heures, et avec rien en particulier, des gens, des produits, l'espace et tout. Et je me suis dit, mais c'est grave bien payé. C'est assez fun, tu vois. Je préfère faire ça que être au bureau en costume, il fait chaud et tout. Et donc, je commence à promouvoir entre guillemets mes services en tant que photographe, donc freelance. Je faisais ça sur le côté. J'étais encore en bureau. Et au début, c'était des événements le soir, donc je pouvais travailler et aller aux événements. Et il y a des trucs, c'était la journée. Donc du coup, là, pour combiner les deux, c'était assez compliqué. Donc je prenais des vacances pour bosser en photo. Et à un moment donné, j'ai pris toutes mes vacances. Où j'avais plus de vacances pour mes trucs perso. Donc ma femme me dit, faut soit t'arrêtes le bureau,
et Donc, tu consacres uniquement à la photo. consacres 100% à la photo, soit t'arrêtes la photo parce qu'on peut pas partir en vacances. Et c'était là où j'ai commencé à penser à créer une boîte, etc. Et que je fais éventuellement, mais toujours un truc sur le côté, donc je faisais encore en bureau. Et un jour, Puma m'offre un taf à Miami pour un projet, 3 jours. J'avais pas de vacances. Donc ils me disent 2-3 semaines à l'avance. Et c'était là où fallait que je fasse la décision. Soit je démissionne et je poursuis la photo et ce que je fais avec ma boîte Visionarisme. Soit je leur dis non et Tu passes à côté d'une occasion. voilà. Ou voilà, mais je continue ce que je fais peut-être pour la sécurité, etc., pour le salaire. Et je décide d'arrêter le bureau. Et de partir à d'enlever le costume et tout machin et plus à l'aise. voilà, d'être plus à l'aise, de poursuivre l'aventure un peu dans la photo. Et je fais ça et c'était la meilleure décision que j'ai prise parce que maintenant je fais ça à plein temps. La boîte elle a 6 ans, bientôt 7 ans je crois. C'est ce que j'aime et les opportunités que j'ai réussi à voir, dont on parlera un peu plus en détail, m'ont ouvert des portes auxquelles je pensais jamais avoir accès. Et je touche un peu à tout maintenant. Je fais beaucoup plus que juste de la photo. Mais là, dans ton histoire, on voit vraiment que la puissance des réseaux fait que ça t'a amené là où t'es maintenant. Parce que du coup, de base, tu faisais des photos, comme t'as dit, pour le fun, que tu postais sur ton compte. Les gens ont vu ça, ont kiffé. Du coup, on t'a appelé pour des événements. Il y a aussi le fait que t'aies travaillé à Foot Locker, que t'es resté en contact avec ces gens-là. Et à Londres, on voit vraiment que le côté humain des relations. Le réseau, c'est et là, on voit vraiment la puissance du réseau, quoi. De fou. D'accord. Et du coup, là, tu t'envoies à Miami pour l'événement. Ouais. Et là, en gros, t'es appelé à plein d'événements. Et en fait, c'est là où ça commence. Je me dis, là, ça va être ma vie pendant au moins quelques années. Je sais que je vais faire ça. Je vais devoir faire ça à fond, tu vois. Et du coup, là, c'est quoi le plan? Il n'y a pas vraiment de plan. Là, à ce moment-là, on faisait photo, stylisme, et c'est tout. On faisait rien d'autre. C'est-à-dire, si quelqu'un me demandait, est-ce que tu fais de la vidéo? Tu dis non. Je dis non, parce que j'en fais pas. Moi, perso, je fais que de la photo. Et j'ai combien dans la boîte à bosser? Toi? Moi et mon associé. Mon associé qui est styliste. Du coup, quand on fait un shoot, si on a un modèle, etc., lui fait du stylisme, moi je prends les photos, et voilà. C'est bonne combinaison, vraiment. Voilà. C'était le format standard. Mais de plus en plus, quand les gens commencent à apprécier ton travail, ils te demandent des nouveaux services. Est-ce que tu fais de la vidéo? Est-ce que tu fais du graphic design? Et en fait, une fois de plus, dans la mentalité peut-être un peu française business, même si je faisais pas, je disais oui. À un moment donné, je commençais à dire ouais, on fait. Et vu que j'avais un gros réseau, je cherchais des gens pour faire, par exemple, la vidéo. Je connaissais plein de vidéographes. On n'avait jamais bossé ensemble. Là, je les embauchais pour bosser sous notre C'est comme ça ton équipe essaie de faire au fur et à mesure. Et nous, on bosse exclusivement avec des freelances parce que j'ai remarqué que si tu paies un salaire à un mec, ce sera jamais sa boîte. Donc il va pas à un moment donné, voilà, il sera jamais investi à 100% et tu peux pas lui demander ça. Comme moi, j'ai bossé en boîte. Quand c'est pas ta boîte, tu peux bosser bien pendant un moment, mais il y a toujours un moment de ralenti parce que c'est pas ta boîte. Ouais, de laisser aller. Donc en gros, tu te dis bon, vas-y, cette fois-ci je le laisse, alors que toi, c'est ton projet, tu veux vraiment que le mec il soit investi à fond, tu vois. Mais si tu l'embauches en tant que freelance, c'est son projet, parce qu'il bosse pour lui. Si il fait pas ça bien, je l'embauche plus jamais. Personne mange aussi. Et du coup, on lui donne une opportunité de travailler avec une grande marque à travers nous. Et c'est comme ça qu'on commence à construire notre réseau professionnel d'experts, etc. Vidéographes, de graphic designers, de maquilleurs, etc. Et une fois que tout ça commence dans ce format de business, on faisait un peu de tout. On faisait du conseil, on faisait de la vidéo, on a organisé des événements, on a fait du design de vêtements, de chaussures, et tout ça j'avais jamais fait. Mais quand on m'a proposé des trucs, je disais ouais, pas de problème. Donc t'apprenais vraiment sur le tas limite. Voilà, c'est ça. Pour te développer et pour augmenter pour l'avenir. Mais je sais que t'as fait une année. À combien de voyages tu m'avais dit en off? 36 vols. 36 vols. Ça c'était l'année 2 ans après que j'ai quitté le bureau et que je me suis mis à fond sur le business. Tout ça pour la photo. Photo, vidéo, conseil, on a fait du design comme je t'ai dit. Ouais, c'était un truc après l'autre et c'était fatigant. C'est sûr. 36 vols. 36 vols, c'était j'avais compté, je crois que j'étais 3 à 4 mois pas chez moi.
On a fait les États-Unis 3 fois, le Japon 3 fois, on a fait Hong Kong, T'as fait le tour du monde. toute l'Europe. On n'a jamais bossé en Afrique. Donc c'est un truc que non, là je viens de faire le Middle East. D'accord. Mais l'Afrique, j'aimerais vraiment. Il y a des opportunités en Afrique avec le Ghana, le Maroc, avec qui on a discuté. Ça s'est pas encore matérialisé, mais j'espère bientôt. Mais ouais, pas un vrai tour du monde, mais presque. Est-ce que ces voyages ils t'ont enrichi, tu vois? Parce que tu vois d'autres cultures, tu vois d'autres choses. Là, du coup, ton niveau d'anglais était déjà mieux qu'au début déjà. Je dirais qu'il est à peu près aujourd'hui le même. Donc si tu me parles pendant un petit moment, tu sais que je suis français. Si t'as bu 2-3 verres, tu penses que je suis américain. Mais ouais, non, je m'en sors pas mal. Et on m'a demandé quand est-ce que t'es devenu bilingue. Je dis quand t'arrives à t'embrouiller avec ta femme en anglais, donc c'est bon. C'est bon, c'est carré. C'est carré. Quand tu peux être un peu énervé et parler en anglais, c'est que t'es bon. Mais ouais, donc ça m'a enrichi de fou. Mais c'est surtout le réseau que j'ai réussi à créer en plus, qui est intéressant aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un partout, Dans chaque pays. des amis, tu vois, des collaborateurs business, et c'est un vrai privilège de pouvoir savoir que t'as des gens un peu partout, tu vois. Je tiens à préciser qu'on mettra ces réseaux. C'est quoi, je mets tout de suite là. T'as gagné. Voilà, les réseaux d'amis. Donc, va suivre, va voir. C'est un très bon contenu Instagram. Du coup, voyage. Et là, est-ce que la photo, la vidéo, t'as ouvert des portes, t'as donné des accès à des choses que tu pensais pas avoir accès? Tu vas prendre des photos quand j'ai commencé la création de contenu, c'était beaucoup dans le sportswear. Ok, donc sportswear, Foot Locker, Nike, Adidas, etc. Beaucoup dans les chaussures, parce que c'était ce que j'aimais. Et du coup, un jour, ASICS me passe un coup de fil, avec qui je travaillais déjà, on crée du contenu pendant des events, etc. Ils m'appellent et ils me disent est-ce que tu as déjà designé des chaussures? Et la vérité, c'est non, dans le sens où j'ai pas dessiné de chaussures ou quoi que ce soit. Mais la réponse de Thierry, c'est oui. Ma réponse c'était oui, parce que je montais pas complètement, parce que j'avais fait un projet avec Nike. Nike Ali, on avait designé 4 paires de chaussures qu'ils allaient mettre sur leur site internet. Donc Nike Ali, c'est la chaussure est déjà designée, tu mets tes matériaux, tes couleurs, etc. Et ils les mettaient, il y a marqué Nike Ali. C'était pour une paire de Sock Dart, je sais pas si ça c'est une qui parle. C'était Nike Ali Sock Dart by Visionalism. Donc il y avait 4 paires de chaussures, 4 coloris qu'on avait fait, donc tu peux les reproduire si tu voulais, mais tu peux faire ce que tu veux aussi. Et il y avait notre branding sur Nike.com. Il parlait un peu de notre boîte, comment elle était créée, etc. Et donc la réponse en vrai c'est oui, mais pas dans le format dont il parle. Donc moi je dis oui, vas-y on fait le truc. Et c'est là où c'est important de pousser un peu l'enveloppe quand tu peux. On était censé être là que pour faire du conseil et du design. Pas plus. Juste, voilà, pas plus. Mais une fois de plus, dans ma mentalité, je fais voilà. Moi, je peux designer des chaussures avec vous, mortel. Par contre, on peut faire grave plus. On peut créer toute la campagne officielle pour vous, parce que c'est ce qu'on fait dans notre boîte. Moi, en plus du contenu officiel qui sera sur les réseaux, dans les magasins et tout machin, j'ai envie de créer un petit film. Parce que pour les gens qui viennent de mon background, des gens qui aiment la mode, qui aiment la basket, quand t'as commencé, que t'as dépensé tout ton argent dans la skate bar, et qu'un jour on t'offre l'opportunité d'en designer une, bah oui, non, j'en ai fait 3. Mais c'est une histoire à raconter. Je suis pas Virgil Abloh, je suis pas, tu vois, une célébrité, un athlète. Donc là, je suis un mec normal à qui on propose cette opportunité. Faut qu'on en parle, faut qu'on parle de tout le processus. Et ils disent ok, donc on passe en fait 9 mois sur le projet. On va dans leur bureau à Amsterdam, on va dans leur bureau au Japon, parce qu'ASICS c'est une marque japonaise. On va rencontrer un de leurs ambassadeurs qui a designé une paire de chaussures à New York. Et là, New York, c'était là où Foot Locker était né, et c'est là qu'on allait vendre les 3 paires de baskets en exclusivité. Donc rien que ça, on a volé un peu partout pour ce projet. Pour nous, c'était une opportunité de malade. T'es passé d'une offre que t'as reçue à toi-même t'as fait une offre. Exactement. Et ils ont bien répondu à ce qu'on voulait faire. Et au final, ça a été un succès parce que Foot Locker depuis a lancé cette initiative qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un projet pour faire participer des gens, des artistes, des créatifs locaux dans les villes dans lesquelles ils font ces projets, même si c'est pas des athlètes, même si c'est pas des célébrités, des artistes, etc. Pour leur donner ce genre d'opportunité.
Et t'as eu des collaborations comme Paperboy avec New Balance, des gens comme ça qui ont commencé comme nous, mais qui ont pu avoir accès à des opportunités bien plus grandes. Tu vois, Paperboy maintenant ils sont dessus. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'en France, tu aurais pu avoir toutes ces opportunités-là? Je me suis souvent posé la question et peut-être que oui. Mais je pense que si j'étais en France, je serais resté un peu sur mes acquis, sur ma zone de confort. T'aurais pas tenté l'aventure. J'aurais peut-être pas poussé le truc comme ça. Là, quand t'es français et que t'es ailleurs, tu sens que pas que t'as quelque chose à prouver, mais que tu dois un peu sortir du lot. T'as une vision différente. Voilà, t'as une vision différente et les gens te voient d'une certaine façon déjà. Ils pensent que t'es assez courageux d'essayer de faire les choses ici. Du coup, ça te pousse à faire plus. Ça te motive. Voilà. Et je pense qu'en France, je serais très certainement encore en costume, en train de manger mon croissant au café, tu vois. Là, je vais sortir un peu du contexte. On va rentrer un peu dans ta vie privée. Et t'es devenu papa à Londres. Ouais. T'es le 3e papa que je fais. Ouais. Ça devient une tendance. Papa, que des papas. Que des papas. Sur Yano TV. Je crois que si vous venez ici, je ramène des moments positifs. Du coup, déjà, félicitations déjà pour commencer. Et ça fait quoi d'être papa à London? Est-ce que tu pensais même être papa à l'étranger ou fonder ta famille ailleurs? Non, pas du tout. Mais ma femme est anglaise. On s'est mariés l'année dernière et tous les deux on adore les enfants. On a eu la chance d'avoir un fils il y a 6 mois. Et non, c'est une aventure complètement nouvelle et c'est un vrai kiff. Si je le souhaite à tout le monde, si vous voulez des enfants, il y en a, c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui en veulent, c'est la plus belle des aventures. C'est la plus belle des aventures. Et du coup, là, on va revenir sur une période qui nous a un peu tous frappés, la période du Covid. Comment tu l'as vécu? Comment c'est passé pour une petite boîte qui évoluait vraiment bien, et d'un coup là, stop. Qu'est-ce qui s'est passé? L'après-Covid, pendant le Covid? C'était dur. Comme tu as dit, en fait, ma boîte, elle commençait à monter. Et les 36 vols dont on a parlé, c'était en 2017-2018. Et donc tout se passait très bien. On voyait tous les projets des opportunités venir à nous. Et là, d'un coup, tout s'arrête pour tout le monde. Donc au début, il y avait ce confort de se dire que c'est pas juste nous qui ne bossons pas. C'est la seule. Mais au bout de quelques mois, on avait tous nos créatifs, tous les gens avec qui on bosse, les freelances, qui nous disaient qu'est-ce qui se passe pour vous alors? Parce que le marketing des marques continue, entre guillemets. Nous, on n'a rien, est-ce que vous avez quelque chose pour nous et tout? Et voilà, il se passe un truc dans ta tête parce que ces gens-là, ils ne dépendent pas de moi complètement, clairement, mais un petit peu, parce qu'on leur ramène pas mal de projets et tout. Et c'est là où, en fait, au lieu d'attendre que les marques viennent nous voir pour nous proposer des projets, là, c'est j'ai dû recommencer au début où on devait aller taper aux portes et voir s'il y avait quelque chose pour nous. Et ça a fonctionné avec quelques clients qui on bosse beaucoup, des Puma, des Foot Locker, qui nous ont donné des opportunités quand on est allé les voir en leur demandant de nous aider, entre guillemets, pas juste moi, mais pour ma communauté, pour mes freelances et tout. Et on a eu quelques projets comme ça en termes de transition, mais c'était rien en comparaison à ce qu'on avait avant. Et moi, j'ai eu une période un peu difficile, un peu dans ma tête où j'étais pas en dépression, mais j'étais un peu déprimé, j'étais pas super bien mentalement parce que en tant qu'homme de famille, voilà, pas juste ça, mais en tant qu'homme de famille, je le vivais assez difficilement, le fait que je ramenais pas de sous à la maison, tu vois, tout simplement, pour ma femme. J'avais pas encore d'enfants à ce moment-là, mais voilà, c'est un peu la fierté, ça touche un peu la fierté. Et t'as tous ces gens-là qui voilà, une fois de plus, qui dépendent un peu de toi, qui espèrent que tu vas pouvoir les aider. Voilà, c'est un peu difficile mentalement, mais on est sorti du truc, on a dû s'adapter, on fait des choses un peu différemment. Dans le passé, on shootait 2 à 3 événements soirées par semaine. On a besoin de demander à personne, c'est eux qui venaient nous voir. Les événements, ça n'a pas recommencé pendant au moins 18 mois. Et du coup, on s'est tourné beaucoup plus vers le conseil. Voilà, jusqu'aujourd'hui, je bosse beaucoup dans la production d'événements, mais dans le côté conseil et stratégie, plutôt que dans la production de contenu pendant un événement. Ce que je ne faisais pas forcément beaucoup avant. Du coup, c'est une filière qui s'est rajoutée en plus. Exactement. Et du coup, là, je rebondis sur un truc que tu as dit pendant ta petite période, on va pas dire de dépression, mais
où tu avais pris un coup à ton ego, qu'est-ce qui a fait que tu as remonté la pente? C'est d'essayer de s'adapter. Je me suis dit, mais je peux pas, j'ai pas construit quelque chose pendant 3 à 4 ans et je vais pas le laisser couler comme ça, tu vois. Faut que j'arrive à me renouveler, à innover, dans la façon de travailler avec mes clients et avec mon équipe pour qu'on puisse rebondir. Parce que si on a réussi à faire ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a du talent, c'est qu'on a quelque chose, on a l'ambition, c'est qu'il y a un truc et je vais pas abandonner, tu vois. Et on va pas abandonner. Et j'ai aussi découvert que tu avais une petite passion pour la boxe. Qui est née pendant le Covid également. D'accord. J'étais allé en Thaïlande en 2018, il me semble, en vacances, et à côté de l'hôtel, il y avait une école de Muay Thai, boxe Thai, et je suis allé 4 fois, c'était $20 la séance. J'ai toujours été intéressé par ça, je regardais des vidéos sur YouTube, mais je me suis jamais mis dans le sport de combat. J'ai fait du tennis, j'ai fait du b-boying et tout machin. Non, pas de foot. Pas de foot. Non, je veux pas sinon la vidéo va durer 2 heures, ce sera juste toi qui vas nous raconter tes aventures. Mais ouais, non, et du coup, 4 séances, j'ai kiffé. Dès que je suis rentré à Londres, j'ai cherché une salle où il y avait des salles de frappe ou machin, et j'en trouvais pas vraiment dans le quartier où j'étais. Du coup, je suis allé dans une salle où il y avait juste des sacs, il y avait personne. J'y allais le matin, il y avait personne, c'est un truc, un gym à côté de bureau et tout. Mais voilà, j'ai appris un peu en regardant des vidéos et tout. Et pendant le Covid, toutes les salles de sport étaient fermées, donc j'ai pas pu m'entraîner. Et j'ai rencontré mon coach actuel sur les réseaux, c'est parce qu'il offrait des séances de Muay Thai dans des parcs. Donc là où tu pouvais t'entraîner en plein air. J'ai commencé à m'entraîner avec lui, et ça c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Et depuis, il a dit, ouais, c'était pas trop mal pour quelqu'un qui a appris en regardant des vidéos, tu devrais t'entraîner plus sérieusement et peut-être combattre. Et moi, dans tous les sports que j'ai fait, j'ai toujours fait de la compétition, que ce soit en tennis ou dans le breakdance, toujours, parce que c'est une façon de t'évaluer, tu vois. Et ouais, le sport de combat, c'était un truc de malade dans lequel rentrer, tu vois. Donc j'ai dit oui direct. Il m'a fait faire mon premier combat amateur en décembre 2021, que j'ai gagné. Et c'était une expérience de malade. Par KO au point par décision. 3 rounds. Le gars il est tombé 2 fois. Non, il est tombé 1 fois. La première fois, il était un peu. Il a pris les 8 secondes. Et la deuxième fois, je l'ai mis par terre. Mais il s'est relevé quand même. Et c'était une expérience de malade parce que en 10 minutes, j'étais le plus fatigué de toute ma vie. Quand il s'est relevé la deuxième fois, je suis c'est pas faire. Surtout que j'en peux plus. Bon. Ouais, non mais voilà, l'expérience était malade parce que, comme je te dis, j'ai fait du tennis en compète, mais il y a personne qui regarde. J'ai fait du break en compète, on a fait des battles, il y a du monde, mais voilà, c'est pas des gros battles. Là, il y avait 400 personnes. Il y avait 20 personnes de mes potes, de ma famille, ma femme était là. Tu voulais pas. Ta femme, tu voulais pas me permettre. Voilà, c'est ça. J'ai des potes pros en boxe thaï qui m'ont dit, nous, quand on a commencé nos combats, c'était en Thaïlande, personne ne nous connaît. En vrai, on s'en tape. On perd pas, ouais. Là, il y a un vrai challenge parce que t'as ta famille qui te regarde. Du public et du monde. Si tu te remanges et tu tombes, ça va te faire quelque chose, tu vois, ta fierté. Donc voilà. Mais ouais, c'est né du Covid et je suis bien content que j'ai commencé parce que là, j'ai pu m'investir dans des promotions, des événements de Muay Thai et c'est devenu un peu, ça fait partie de mon taf aussi maintenant. Une chose qui s'est rajoutée. Ouais, exactement. Du coup, à travers ta expérience, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport à ton média? Donc ma boîte s'appelle Visionarism. Donc en fait, c'est une combinaison de tout ce que j'ai fait depuis le début quand j'ai commencé la photo, et maintenant c'est une agence marketing à part entière. On fait du conseil, on fait de la photo, on fait de la création de contenu, vidéo, on fait du design, on organise des événements. En fait, tout ce qui est créatif, on peut le faire. Parce qu'on a le réseau pour amener les gens sur un projet et aboutir dessus. Il y a un site internet, un compte Instagram. Il y a un site internet, un compte Instagram. J'ai mon compte perso qui est un peu mon portfolio de ce que la boîte fait. Mais voilà, je peux vous inviter à checker le website pour voir un peu ce sur quoi on a bossé. Et qu'est-ce que tu ambitionnes avec ton média? Continuer ce qu'on fait maintenant, c'est génial parce qu'on ne sait jamais ce sur quoi ça peut nous mener dans le futur. Mais l'ambition idéale, ce serait d'avoir un jour un investisseur pour créer
un London-based high beast, high sobriety complexe. Je pense que ça a vraiment le potentiel parce qu'on a ce genre de format où on fait un peu de tout ce qui est créatif. En plus de la production, donc on a le site qui est un portfolio et un site de news. Donc voilà, si on pouvait avoir un jour quelqu'un qui voudrait investir dans notre business, ce serait assez cool. Donc du coup, le petit mot de la fin. Là, normalement c'est un, mais là j'en ai deux. Je vais commencer par le classique. Le fameux imagine seulement, imagine taf. Imagine, tu n'aurais pas fait ton stage à Londres. Est-ce que tu penses que la tension serait là? Très probablement pas. Je pense une fois de plus, je serais dans un bureau en costume, j'aurais chaud. Et ouais, je serais très certainement satisfait de ma vie parce que je sais pas ce qui aurait pu se passer, tu vois. Mais je suis bien content que j'ai pris les décisions que j'ai prises et que ça m'ait mené aujourd'hui, quoi. Le goût du risque. Le goût du risque. T'es assis en face de toi, et une petite parenthèse, respect, tu vois, parce qu'on a parlé de ce projet quand t'avais pas encore commencé il y a quelques mois, et c'est pas souvent que tu vois des gens qui parlent de projet, qui ont des ambitions et qui aboutissent et qui font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, tu vois. Merci, ça fait plaisir. Et la petite nouveauté, un mot pour décrire ton aventure. C'est un film. C'est un film. D'ailleurs, en parlant de film, je rajoute un petit truc. Un film sur ta vie peut-être? Un reportage Que je kiffe. Non, si toi tu comptes faire un truc sur toi, plus tard. J'ai toujours dit à ma femme, un jour, je vais peut-être sortir un livre pour parler, si vraiment je réussis dans ma vie, et ce sera un peu consacré à elle, parce que la photo, c'est elle qui m'a offert mon premier appareil photo. C'est elle qui a poussé le truc. Les pauses. Bon, écoute Thierry, franchement déjà un plaisir, encore une fois. Merci. On aurait pu continuer en vrai, mais... Deuxième chapitre. Prochain. En tout cas, merci bien Thierry, Ça fait plaisir. Imagine ça, imagine taf. Donc, mot de la fin, passion, challenging, ferveur, et déjà